Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous avez signé hier, avec Madi Velou, au conseil départemental, une convention de 3 millions d'euros pour financer un certain nombre de dispositifs mis en place par le conseil départemental destinés en priorité aux enfants de moins de 6 ans pour des soins médicaux et pour la scolarisation. Qu'en est-il ? Alors, ce qui est important, c'est au travers de ce contrat, de cet engagement, de manifester le fait que l'État, tout l'État, évidemment la santé, l'éducation, la justice et bien sûr le secrétariat à l'enfance, est à côté du département pour accompagner le département dans sa mission, qui est la mission de protection de l'enfance. Donc, nous apportons 2,5 millions. Le département, lui aussi, met 2,5 millions sur des actions que nous considérons comme prioritaires à destination d'un certain nombre de personnes. La priorité sur le département de Mayotte, c'est quand même le soin médical des enfants, des mamans qui ont des jeunes enfants. C'est aussi mieux comprendre les phénomènes de violence, les phénomènes de danger d'un certain nombre d'enfants qui sont sur le territoire. C'est mieux mesurer un certain nombre de flux, de mécanismes, notamment, on y reviendra, l'ensemble de ces enfants qui sont aujourd'hui qualifiés de mineurs non accompagnés. Donc mettre des moyens pour mieux comprendre, mieux accompagner, mieux soigner les populations les plus fragiles de Mayotte. Alors Madame Cobel, sur Cohésion, on a l'habitude de se dire tout et de parler vrai. Moi aussi. Une partie de la population mahoraise n'est pas en phase avec ces dispositifs d'aide parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, que c'est de l'argent qui est destiné aux enfants comoriens et que, du coup, ça crée des appels d'air et ça accélère l'immigration clandestine. Alors, il y a une réalité complexe sur ce territoire. Évidemment, des flux migratoires, et le ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de positions sur ce sujet des flux migratoires qu'il faut régler en amont, autant que faire se peut. Mais il y a une réalité du territoire. Ces enfants, ces familles sont aujourd'hui ici présentes et quelque part, il faut faire avec pour 2 raisons. La première raison, d'abord, c'est les principes fondamentaux qui sont les nôtres. Quand un enfant est en difficulté, qu'il soit sur le territoire de la métropole ou sur le territoire de Mayotte ou sur n'importe quel territoire d'outre-mer, il doit être protégé s'il est en danger. C'est un principe, c'est ce qui fait aussi la valeur de notre République. Il y a aussi un autre principe, c'est le principe de réalité. Si vous n'accompagnez pas ces enfants, ils, effectivement, d'abord, peuvent, pour un certain nombre, basculer dans la délinquance, mais surtout reproduire après les mêmes difficultés que les parents ont eux-mêmes produites. Je donne un exemple, si vous ne venez pas en prévention sur la maternité avec les jeunes filles, les plus jeunes enfants, eh ben, nous avons des difficultés avec des très très jeunes mamans qui vont se retrouver elles-mêmes, avoir des enfants qui auront eux-mêmes de manière très jeune des enfants. Donc il faut impérativement éduquer, accompagner, protéger les personnes qui sont sur notre territoire, ce qui n'empêche qu'il ne faut pas être naïf sur les enjeux d'immigration et sur les enjeux de sécurité à côté de ce que nous faisons sur la protection de l'enfance. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que dans les années précédentes, il y a une dizaine d'années, on n'a pas mis en place ces politiques publiques qu'on se retrouve aujourd'hui avec des émeutiers de 12 ans ? Je pense qu'il faut quand même se remettre aussi dans l'histoire de Mayotte. Le département, la structure du département, la compétence du département en matière de protection de l'enfance est très récente. Oui. Et bon, ça fait longtemps, 11 ans, mais c'est pas long, 11 ans pour construire une politique publique. Par ailleurs, ça bouge tout le temps. Les flux, les personnes qui arrivent, les mécanismes. Pendant très longtemps, on pensait que les migrations étaient essentiellement comoriennes. On en a parlé toutes les deux. On voit qu'aujourd'hui, on a aussi une partie d'immigration qui n'est pas que comorienne. Donc, les choses évoluent, il faut s'adapter. Évidemment, on a aussi des moyens, côté État français, qui sont aussi nouveaux. Et il faut donc combiner à la fois la réalité d'un territoire qui évolue constamment et évidemment ce que la République peut offrir à Mayotte pour l'accompagner face aux défis qui sont les siens. Alors, on parle de 8000 mineurs isolés. Vous disiez mineurs non accompagnés. C'est la même chose, hein, finalement. Alors, 8000, je ne sais pas bien comment on est arrivé à ce chiffre, ni si c'est la réalité, mais visiblement, tout le monde est d'accord pour dire 8000. C'est un chiffre assez consensuel, mais on le voit dans vos propos, on a déjà une difficulté, c'est repérer ces mineurs, alors qu'on appelle non accompagnés, mais c'est une expression assez métropolitaine, pardonnez-moi, parce qu'en réalité, ici, les mineurs sont souvent accompagnés. Ils arrivent avec des référents qui peuvent être de la famille ou à proximité de la famille, donc ils ne sont pas exactement isolés et ne viennent pas
nous demander de l'aide comme ça peut être le cas en métropole. Ils vivent dans un environnement qu'ils connaissent. Souvent, ils ont d'ailleurs des liens encore avec les familles comoriennes. Et ça, c'est un enjeu aussi pour nous de faire du rapprochement entre les mineurs qui sont sur notre territoire et les familles qui sont restées aux Comores pour essayer de faire des regroupements aux Comores de ces familles, parce qu'il faut aussi se dire, ces mineurs sont déracinés, même s'ils retrouvent un environnement qui leur ressemble. Voilà. Donc effectivement, travailler ces questions d'évaluation de liens familiaux pour regrouper les familles et travailler avec les Comores sur le regroupement des familles aux Comores et mieux comprendre qui ils sont et mieux anticiper évidemment leur parcours sur notre territoire ou aux Comores pour éviter qu'ils basculent pour un certain nombre, parfois très jeunes, dans des actes de délinquance. Alors vous parliez de la compétence récente du département de Mayotte. C'est vrai, 11 ans, on est un département depuis 2011, c'est la réalité. Beaucoup ici, enfin en tout cas une certaine partie de la population, un certain nombre d'élus disent que ce serait peut-être utile pour aider et soutenir justement le département de Mayotte qu'une partie de ces 8000 enfants qui doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pourraient partir en dehors de Mayotte pour être accompagnés, alors en métropole, à La Réunion, où on veut. En réalité, la question n'est pas là. Est-ce que vous pensez que c'est une disposition qui pourrait être intéressante? Parce que finalement, quand on se dit 8000 gamins, c'est incroyable. Alors, en matière d'immigration de mineurs, effectivement, il y a un mécanisme en France de solidarité entre les départements qui, aujourd'hui, n'intègre pas Mayotte, incontestablement. C'est ce qu'on appelle une clé de répartition. Les mineurs qui arrivent sur le territoire métropolitain sont répartis entre l'ensemble des départements du territoire métropolitain. Ce n'est pas le cas non plus pour les autres départements d'outre-mer. Je pense aussi au département de la Guyane qui connaît des phénomènes aussi de migration d'une autre nature, mais enfin pas nécessairement plus simple que ceux de Mayotte. Donc effectivement, la question de savoir comment on gère les mineurs dits non accompagnés des deux territoires auxquels je pense, la Guyane et Mayotte, et comment on met en place des mécanismes de solidarité avec le reste du territoire, est quelque chose sur lequel il faut probablement qu'on évolue, avec quand même d'abord et avant tout, et c'est l'objet aussi de cette convention, la nécessité de bien évaluer de quoi on parle. Or aujourd'hui, on ne repère pas, on n'identifie pas, on ne liste pas les fameux mineurs qui sont sur nos deux territoires guyanais et mahorais, et il faut faire cet effort-là. Et cette convention, elle amène un tout petit peu d'argent, il faut qu'il y ait aussi des personnes dédiées à ça. Il y a un juge des enfants qui a été désigné au tribunal pour gérer spécifiquement cette question-là, donc l'État s'organise aussi pour accompagner les mahorais avec cette problématique qu'on comprend qui les touche au quotidien et sur lequel il faut trouver des réponses. Alors, 8000 mineurs isolés, pauvreté, précarité, tout ça, je pense qu'on l'a tous bien en tête. Il y a un peu d'angélisme derrière tout ça, mais il y a aussi une réalité qui est la violence, les émeutiers. Et on le disait quand on discutait toutes les deux, il y a un phénomène aussi d'entraînement entre des jeunes immigrés, des jeunes immigrés mais nés en France, et puis des jeunes français. Tout ça crée une grosse ambiance de caillasseurs, de bandes d'émeutiers qui passent leur nuit. Je pense encore aux nuits de Petite Terre hier et avant-hier, où des gamins de 15 ans passent 4 heures, 5 heures à caillasser les gendarmes non-stop en réalité. Charlotte Caubel, qu'est-ce qu'on fait avec ces gamins qui ont entre 12 et 15 ans, qui ont basculé dans la délinquance? Qu'est-ce qu'on fait à la fois pour s'en protéger, parce qu'on ne vit plus à Mayotte? Je comprends parfaitement. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour que ces enfants, puisque c'est encore des enfants à cet âge-là, aient un avenir qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Alors, dans votre question, on a tout le parcours qui est résumé, en quelque sorte. Je l'ai dit, il nous faut faire de la prévention, de l'accompagnement, de l'éducation. Beaucoup de choses passent par la scolarisation d'un certain nombre des enfants relativement rapidement pour les mettre dans les valeurs de notre République avant même qu'ils basculent dans la délinquance avec des âges extrêmement jeunes qui ne peuvent que nous choquer. Voilà, et je comprends que l'ensemble des habitants de Mayotte soient aujourd'hui plus que lassés, inquiets, touchés dans leur sécurité au quotidien. Donc il faut s'occuper des enfants le plus petits possible, les accompagner et les éduquer. Quand ils ont basculé aussi jeunes dans la délinquance, il faut un panel de réponses, des réponses éducatives
et commencer avec des réponses répressives. Le garde des Sceaux a apporté un certain nombre de réponses. D'abord, il y a eu un renforcement de l'ensemble des équipes éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit ce qu'on appelle en milieu ouvert pour accompagner ces jeunes délinquants, mais aussi dans des réponses d'hébergement avec toute la gradation qui vont du foyer classique au centre éducatif fermé qui a été annoncé par le garde des Sceaux il y a quelques jours. Donc le panel de réponses, il doit être complet, de la prévention à la répression, sachant quand même que dans notre pays, on ne met pas en prison un enfant en dessous de 13 ans. C'est un principe parce que sa construction personnelle n'est pas complète. Donc nous ne mettrons pas les enfants de 12 ans en prison. Il faut par contre avoir des réponses de plus en plus fortes et séquencées en fonction des âges. Hier, le ministre de l'Intérieur a évoqué le fait de s'appuyer aussi sur effectivement le service militaire adapté, en tout cas sur nos forces armées pour encadrer un certain nombre de jeunes. Hein. L'armée ne va pas nécessairement récupérer nos petits-enfants, ce n'est pas sa mission. Par contre, on voit par exemple avec les cadets qui sont accueillis auprès du service militaire adapté qu'on peut changer la trajectoire de ces gamins parce qu'il faut toujours avoir l'espoir de changer la trajectoire de ces gamins. Vous avez aussi dit autre chose dans votre question, c'est une fois qu'on les a remis sur une trajectoire avec tout cet accompagnement de prévention, de scolarisation et d'éducation plus forte quand ils basculent dans la délinquance, c'est quels sont les espoirs qu'on offre à ceux qui sont dans le droit chemin. Voilà. Et comment on leur permet d'accéder à des études en dehors du territoire une fois qu'ils ont eu un parcours. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui importe beaucoup aux Mahorais. Comment, quand on a un enfant qui a plein d'ambition, on arrive à nourrir ça. Il faut continuer, ce que fait d'ailleurs le recteur et le préfet, ce que font le recteur et le préfet avec attention, à repérer les potentiels et à leur offrir la possibilité d'être régularisés pour pouvoir continuer des études après sur le territoire français ou dans tout le monde d'ailleurs, parce que tous nos petits Français aiment aussi avoir accéder à des universités sur la terre entière. Voilà. Donc si je comprends bien ce que vous dites, nos jeunes, et c'est une situation aujourd'hui des jeunes qui sont arrivés en France à 7 ou 8 ans, donc d'origine le plus souvent comorienne encore, hein, pour le moment, il n'y a pas encore de jeunes Africains dans ces situations-là, ce sont vraiment des jeunes comoriens qui arrivent à 17 ans, qui ne sont pas des racailles, hein, on ne les voit pas sur les... Ils ont pris leur chance. Voilà, ils font des études, ils suivent des études, mais l'année des 17 ans, c'est l'année où arrivent les 18 ans, ils sont scolarisés, ils ont besoin d'un maître d'apprentissage, d'une entreprise pour compléter leur formation, et ils ne trouvent pas, parce qu'ils vont avoir 18 ans et donc du coup ils vont devenir clandestins. Hein, c'est moche comme mot, mais c'est la réalité. Avec l'inquiétude des processus de régularisation qui sont... Et tous ont bien ce message en tête, et c'est aussi des âges qui génèrent la bascule, c'est-à-dire ils étaient tout mignons jusque-là, et le fait de se dire qu'ils sont au bout du chemin, ça les fait basculer. Donc vous êtes en train de nous dire que ces situations-là, elles vont se régler. Alors, ces situations-là sont déjà, pour un certain nombre, parfaitement repérées par le recteur et par le préfet qui prennent les dossiers de régularisation avec diligence et qui gèrent les choses pour qu'il n'y ait pas de rupture entre la scolarisation avant 18 ans et les études supérieures ou la formation professionnelle. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe au RSMA quand on a effectivement des jeunes qui montrent leur envie d'intégrer notre République, donc nos valeurs, et qui montrent leur envie d'avoir un métier et de s'insérer. Évidemment, ils ont toute leur place, et je dirais l'investissement, vous évoquiez la question de l'investissement du département, l'intérêt, l'opportunité d'investir sur les plus jeunes, et bien là, il se traduit. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, après, exercent des métiers qui sont en lien avec les besoins, en ce compris du territoire mahorais. Hier, c'était intéressant dans nos échanges avec, effectivement, le corps de commandement du RSMA. Il s'adapte aux besoins du territoire. Aujourd'hui, on a des besoins en BTP, on a des besoins, effectivement, en service. Et ben, on fait de la formation professionnelle à cet endroit-là pour que les jeunes mahorais aient ce type de formation pour répondre aux besoins du territoire. C'est ça notre objectif.
prévention, accompagnement, éducation, et après les mécanismes d'insertion vers les métiers en tension, comme on dit maintenant, puisque nous avons des métiers en tension, en ce compris à Mayotte, où nous ne recrutons pas nécessairement très facilement tous ces métiers. 7% de croissance économique chaque année, effectivement, il y a des secteurs en tension et des besoins en main-d'œuvre. Un autre sujet, parce que le temps tourne, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, Charlotte Cobel, parce que c'est votre responsabilité. Les violences intrafamiliales, l'inceste, les jeunes filles qui se retrouvent mamans très très jeunes et qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Je sais que vous avez vu, là, dans votre séjour, je sais que vous avez pris conscience. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, d'abord, on a un sujet national sur tout le territoire de la République en matière de violences faites aux enfants et en matière de violences sexuelles et d'inceste. La commission indépendante sur les victimes d'infractions sexuelles va rendre des conclusions qui sont évidemment tout à fait inquiétantes. Il y a une spécificité évidemment sur le territoire de Mayotte, à la fois parce qu'on se l'est dit, on a toute une population clandestine qu'on a du mal à toucher sur l'éducation à la sexualité, sur tout ce qui est planning familial, sur tout ce qui est accompagnement à la parentalité, mais évidemment il y a aussi une spécificité culturelle, on le sait, on a encore aujourd'hui de la polygamie, on a encore un rapport entre l'homme et la femme sur les naissances et la sexualité qui reste évidemment à construire. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi je repars avec la conviction qu'il faut qu'on travaille sur le territoire français, mais avec une spécificité mahoraise, sur plus de communication, d'éducation, de formation de nos jeunes. Alors là, petits, très petits aussi, dès l'âge « mon corps est à moi », avoir, et puis alors on augmente le consentement, évidemment, je sais que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, mais ça doit aussi toucher toute la population mahoraise, on se compris la population immigrée, mais pas que, toute la population mahoraise. Et puis évidemment, par la suite, les signalements, un certain nombre une des mesures de cette contractualisation entre le département et l'État, c'est quand même améliorer le signalement des situations. On voit des très jeunes filles mamans, il faut quand même se poser la question de qui est le papa. Et il faut quand même que la justice passe quand le papa est dans la famille. On se compris à Mayotte, l'inceste n'est pas plus acceptable que dans d'autres parties du territoire français. C'est une de mes priorités et Mayotte fera partie de cette priorité. 11 000 naissances, en tout cas ce que vous venez de dire fait écho chez moi aux 11 000 naissances que nous aurons cette année. C'est insoutenable, c'est beaucoup trop. On ne peut pas réussir à se développer avec autant de naissances. 75% des mamans sont d'origine étrangère et la plus grande partie comorienne. Charlotte Cobel, qu'est-ce qu'on fait pour faire comprendre à ces jeunes femmes, ou pas jeunes d'ailleurs, à ces femmes, que 8 enfants c'est beaucoup trop? Alors, il faut tout faire. J'allais dire, on doit tirer de tous les côtés. On doit tirer, quand ces femmes viennent à l'hôpital avec leurs enfants, leur expliquer, prendre le temps, et c'est quand même aussi les renforts qui ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur sur l'hôpital de Mayotte pour qu'on puisse continuer à avoir ces dispensaires qui sont sur tout le territoire et qui accueillent, je l'ai vu encore en passant ce matin, de nombreuses mamans avec des enfants. C'est là aussi où il faut faire de l'éducation à la santé et de l'éducation évidemment familiale. Il faut développer aussi dès l'école, dès toutes les structures qui accueillent les enfants et les jeunes, les plus jeunes, parce que j'ai vu des mamans de 12-13 ans, donc il faut quand même partir très très vite sur ça, éduquer, former, prévenir, tout ce qui est planning familial, tout ce qui est effectivement, aujourd'hui la contraception est gratuite, il faut aussi que ça touche le territoire de Mayotte, donc tout cet accompagnement-là, dès le premier âge et tout au long de la vie des femmes, il faut qu'on arrive à renforcer nos équipes et à mieux former, accompagner toutes ces familles, pour qu'elles se contrôle elle-même, si vous voulez. Évidemment, nous n'allons pas arriver à un contrôle des naissances de la part de l'État, ça n'existe pas dans notre pays. Nous ne sommes pas la Chine. Nous ne sommes pas la Chine et nous ne souhaitons pas être la Chine, mais il faut que les messages soient plus clairs et que, quelque part, ces femmes comprennent aussi que c'est de leur intérêt personnel, de l'intérêt de leur famille et de l'intérêt des enfants qui sont nés, de ne pas nécessairement avoir derrière aussi d'autres frères et sœurs qui viendraient entraver leur propre évolution. Charlotte Cobel, c'est déjà l'heure de mettre un terme à cet entretien. J'avais encore de nombreuses questions. Je reviendrai parce que c'est ce que je me suis engagée auprès du président du département. Nous allons entamer des travaux assez importants pour évaluer à la fois les besoins
et les besoins en financement de toutes ces politiques. Et je reviendrai pour compléter cette contractualisation en mettant autour de la table, au-delà de l'Agence régionale de santé du département, la justice et l'éducation nationale. Merci beaucoup et à très bientôt alors. Merci, bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.